On lance la machine. Bienvenue, salut tout le monde. Aujourd'hui, on est au 8e épisode du Grand Saut, où on apprend à découvrir des entrepreneurs d'ici. Et puis, aujourd'hui, on vous présente Jérémy Boucher, qui se trouve à être un entrepreneur à multiples talents, ingénieur aussi. Fait que merci de prendre le temps de venir nous rencontrer aujourd'hui. Donc, parle-moi un petit peu de toi, Jérémy. Qu'est-ce que tu fais exactement? C'est quoi qui te passionne dans la vie? En fait, merci tout d'abord, c'est très flatteur ce que tu viens de dire, mais ça me fait vraiment plaisir d'être ici. En fait, ce qui me passionne, moi, c'est vraiment tout ce qui est combattre la crise climatique. Donc vraiment, moi, c'est ce qui me passionne depuis quelques années. Au début, bon, quand t'es en train d'étudier puis tout ça, il y a d'autres choses qui te font plus triper un petit peu, mais maintenant, je suis vraiment rendu là, je veux avoir un impact. Puis c'est vraiment, tous mes choix que je fais présentement, c'est alentour de ça, vraiment pour avoir un impact positif au niveau sociétal et environnemental. OK. Ça s'est développé au fil du temps. Je pense que initialement, là, t'es pas très vieux, 26 ans, tantôt tu me disais. Je pense que ta passion s'est développée au fil des années à force d'avoir travaillé dans plusieurs projets. Justement, on revient en arrière. Là, conte-moi depuis ton départ, comment est-ce que ça t'est venu à cœur, cette cause-là, que ça soit de tes projets de microbrasserie, à l'école. Parle-moi de ça un peu, c'est ça qui m'intéresse. Bon, excellent. Ben écoute, je vais partir, je vais reculer loin. Ouais. Okay? Je vais reculer loin. Donc, principalement, en fait, au début, je savais que je voulais faire quelque chose de technique, une job un peu manuel, pas DEP, fait que j'ai fait un diplôme d'études collégiales en électronique industrielle. J'aimais ça, trouver des problèmes dans les systèmes électriques, ces choses-là. Fait que j'ai dit, je vais aller étudier là-dedans. J'ai commencé, j'ai fait des stages. J'ai décidé de poursuivre à l'université en génie électrique. Je me suis dit, bon, je vais aller un peu plus loin, puis je vais me spécialiser plus comme ingénieur de chantier. Comme je vais mettre en service des systèmes. C'est le genre de choses qui me passionnaient. Et puis là, au fur et à mesure que l'université avance, je décide de m'impliquer dans un club étudiant à l'université. Puis c'est particulier parce que le club qui m'a attiré, c'est un club qui brasse de la bière. C'est un drôle d'adon quand même à l'université. Exactement. Donc, mais c'est pas belle juste ça. Contribution d'ailleurs. Oui. C'est pas juste ça là. Dans le fond, il y a une équipe de développement technologique, donc pour automatiser tout ce qui est le processus de brasser de la bière. Donc vraiment des nouvelles technologies. C'est quand même une école d'ingénierie à l'ETS. Donc il fallait avoir quelque chose autre que la bière ou un festival et tout ça. Donc, il y avait aussi une équipe production où on devait coordonner avec des microbrasseries québécoises pour vraiment brasser de la bière avec eux en collaboration. Donc ça, c'est un aspect qui était super cool parce que ça m'a permis d'aller dans tout ce qui est l'aspect de négociation avec d'autres parties finalement. Fait que ça, c'était totalement nouveau pour moi qui est à l'université. Fait qu'on s'est vraiment mis la main à la pâte là dans ces projets-là. Oui, ça a commencé vraiment brasser de la bière là-dedans. C'était pas une mise en situation, là, on l'a bu après la bière. Oui. T'avais quel âge pour le fun quand tu t'es lancé dans ce projet-là? Je devais avoir 21, 22 plus. C'est pas si longtemps que ça. Non, c'est ça. Donc, fait ça, on a plusieurs équipes. On est une équipe de 40 quand même étudiants. Donc, je suis rapidement devenu finalement devenu à diriger cette équipe-là de 40 étudiants. Fait que déjà là, j'ai fait il y a beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses, beaucoup de balles en l'air à gérer, tout ça. Mais j'ai adoré ça. J'ai vraiment adoré finalement gérer plusieurs équipes. Donc, je me suis dit, crime. Peut-être que je suis pas un ingénieur de chantier. Peut-être que je suis un ingénieur gestionnaire, finalement. Fait que là, j'ai shifté. Puis j'aimais vraiment tout ce qui était relation avec les gens et tout ça. Donc, vraiment, ingénieur de chantier, t'es plus un petit peu dans ta bulle. Tu vas en service, c'est plus technique. Je suis sorti de là complètement. J'aime ça de temps en temps technique. T'as pas finalisé le cours, t'as vraiment changé de volet? Je l'ai fini le cours. Okay. Mais tu sais, j'ai pour avoir mon diplôme, mais c'est certain que là, j'étais comme, j'ai envie d'être en affaires, d'être en gestion, puis c'est ce qui me drivait. Donc là, à la fin de mon bac, j'étais rendu à faire un projet de fin d'études. Projet de fin d'études qui est en lien avec les panneaux solaires, les batteries, ces choses-là, donc qui ont un impact positif justement pour l'environnement. Et puis c'est là que j'ai décidé, ce projet-là, il y a un potentiel pour aller plus loin. Donc, on va aller plus loin et c'est vraiment là qu'on a décidé de se partir en affaires. Quand je dis on,
C'est moi et mon paternel, Dan Boucher, qui a de l'expérience finalement dans le secteur de l'énergie depuis 25 ans environ. Fait que ensemble, on a eu l'idée de vraiment pousser notre projet pour aller plus loin, puis vraiment passer d'une idée à une start-up qui est prometteuse. Donc, c'est un peu le parcours, en fait, ce qui s'est passé dans ma tête. Puis c'est depuis ce temps-là, j'ai fait, mais c'était donc bien clair que c'est ça qu'il fallait que je fasse. Tout de suite en finissant, en plus, je pense que c'est vraiment le bon moment pour se lancer, là, faire le grand saut. Vous avez plugué. Mais c'est sûr que, surtout à ton âge, tu sais, je veux dire, souvent, il y a des gens qui ont peur, je pense, de se lancer à l'eau, à savoir, à cause de l'âge. Ils se disent, tu sais, j'ai trop de choses à perdre, j'ai trop à laisser sur la table. De ton côté, encore jeune, on a des engagements, mais qui ne sont pas comme si on avait, exemple, la maison, la famille, etc., qui viennent bloquer souvent la peur des gens. Mais tu as mentionné que ton père avait déjà de l'expérience dans le domaine. Est-ce qu'il travaillait pour une entreprise ou lui-même avait sa propre entreprise au moment où tu t'es joint à lui? En fait, il y a eu plusieurs phases dans sa carrière. C'est-à-dire qu'il a fait beaucoup de grosses entreprises dans le secteur de l'énergie. Des compagnies à 150 000 employés plus dans le monde. Il en a fait plusieurs comme ça, mais il a aussi il a été en affaires, je pense, 2 fois avant. Mais c'était vraiment lui à son compte. T'sais, c'était pas, mettons, dans le stade de start-up qu'on est là présentement, mais il était quand même à son compte, je veux dire, puis c'était lui tout seul. Donc, il y a eu ces deux côtés-là. Fait que je pense que lui aussi, il y avait un peu le côté, on est semblable sur certains aspects. Il y avait le côté vraiment d'entrepreneur qui, je pense qu'il est toujours venu. Il faisait une grosse entreprise. Là, il y avait un bout à son compte qui revenait. C'est une grosse entreprise, même chose. Puis là, on en est là. Espérons que ça va bien marcher, cette start-up-là, puis qu'il va pouvoir prendre sa retraite là-dessus. On lui souhaite. On lui souhaite sur toi pour la retraite après. Exactement. Donc, c'est ça un petit peu pour ce qui est de la... Puis, mais lui, il a fait génie mécanique. Mais encore là, il a dérivé au fur et à mesure. Ça dépend tout le temps des emplois que tu décroches après ça en finissant. Mais oui, et comme tu disais, la petite entreprise, honnêtement, souvent, quelqu'un qui finit l'université va se dire « Je veux aller dans une grosse entreprise pour aller chercher de l'expérience. C'est correct, mais la petite entreprise, ça t'apprend tellement beaucoup aussi. Donc, c'est une mentalité qu'il faut, je pense, défaire. C'est que la grosse entreprise est faite pour certaines personnes, la petite entreprise est faite pour d'autres personnes aussi. Mais les deux, ça va chercher de l'expérience. Ben, c'est sûr que dans un cadre de petite entreprise, t'es porté à toucher à plusieurs volets parce que justement, t'es moins de monde, t'as moins de personnes en place pour chaque affaire. Fait que t'es obligé de toucher un peu à tout. Tandis que dans une grosse entreprise, ben, tout le monde a ses tâches, tout le monde a ses affaires à faire, puis tu déroges pas trop de ça. Puis je pense que c'est ça que dans les petites entreprises qui fait que tu viens à apprendre beaucoup plus puis à développer beaucoup plus de sens, puis des fois penser à plus d'étapes plus loin que ce que toi tu fais aussi. Tu sais, mettons, tu travailles en équipe en ingénierie, ben j'ai étudié là-dedans aussi. T'as l'étape, ben celui qui va monter les plans, tout ça, puis l'autre qui va aller l'installer. Ben si tu sais comment l'installer, tu vas peut-être monter ton plan différemment que vice-versa, là. Fait que tu viens toucher plusieurs étapes qui te permettent de voir plusieurs facettes. Là. Exactement. Puis parle-moi un petit peu de ça. C'est, tu sais, point de vue, l'idée, tu t'es lancé en affaires avec ton père, mais c'est quoi exactement l'idée, le concept de l'entreprise, puis ça t'est venu comment, l'idée de, tu sais, tu parlais de tout ce qui était solaire ou une entreprise verte, si je peux dire le bon terme, que tu as toujours eu un peu la flamme pour justement aider un peu l'environnement, mais c'est quoi que l'entreprise crée comme produit, puis c'est comment ça va changer la vie des gens, dans le fond, qui vont l'utiliser. Exact. Donc, j'ai pas fait la promotion du tout à date. Mais en fait, Vadimus, ce qu'on offre, c'est une solution qu'on a appelée Vadimap. Donc, Vadimus, la compagnie, Vadimap, c'est la solution. C'est une solution qui est clé en main pour intégrer des énergies renouvelables aux bâtiments existants. Donc, on est dans le secteur non résidentiel. Donc, on cible des bâtiments commerciaux, institutionnels ou industriels. Et puis, c'est une solution qui est innovante parce qu'on vient orchestrer finalement tous les joueurs qui sont présents dans ce genre de projet-là. Présentement, on a des firmes d'ingénierie, on a les villes, on a Hydro-Québec, on a des installateurs. Donc, on a tellement de monde alentour de ce genre de projet-là. Le client ne sait juste pas par où commencer. Puis lui, il veut atteindre des objectifs. Il veut réduire ses coûts d'énergie. Il va augmenter sa résilience face aux pannes électriques parce qu'il y en a de plus en plus. Ça, c'est vrai à travers la planète.
Et puis, avec les catastrophes naturelles qu'il y a de plus en plus. Et troisièmement, c'est de réduire son empreinte carbone. Ouais. Ça, c'est, toutes les entreprises ont des objectifs net zéro d'ici 2050, c'est ça, 2030, peu importe. Ouais. Donc, ils doivent faire quelque chose, mais ils savent pas par où commencer. Donc, on a vraiment vu un marché, en fait, une opportunité d'offrir quelque chose qui est clé en main pour ces clients-là. Okay. On le fait de façon innovante parce qu'on automatise finalement tout ce qu'on peut automatiser dans le processus d'un projet comme ça. Puis on a vraiment une plateforme finalement qu'on a développée à l'interne et avec de la R&D justement à l'ETS. On a des atomes crochus avec l'ETS encore pour vraiment automatiser par exemple une étude de faisabilité. Est-ce que ça fait du sens pour ce bâtiment-là par exemple d'ajouter des panneaux solaires, des batteries, des bornes de véhicules électriques? Donc on vient bâtir un business case pour le client. Puis on le fait en une fraction du temps et du coût comparaison avec des firmes de génie traditionnelles qui, eux, vont te charger finalement, je sais pas, 10, 15 000 $ pour te dire que finalement, ta période de couvrement, ton retour d'investissement, c'est 25 ans, puis ça fait pas du tout du sens. Okay. Ouais. Donc nous, on le fait rapidement pour comme le 10e du coût environ à cause qu'on a automatisé ce processus-là. Okay. Puis ensuite, si ça fait du sens d'aller de l'avant, mais nous, on est capable de mobiliser nos partenaires d'installation pour vraiment exécuter le projet en tant que tel. Okay. Et finalement, j'y arrive, c'est beaucoup à dire sur une solution. On a tout ce qui est satisfaction du client. C'est-à-dire qu'on offre un tableau de bord pour le client, donc vraiment en ligne, être capable de voir tout ce qui se passe dans sa transition énergétique de sa flotte de bâtiments. Il est capable de savoir combien d'économies il a généré, combien de tonnes de CO2 il a réduit, etc. Et puis, c'est surtout bénéfique pour les propriétaires de bâtiments qui ont plusieurs bâtiments à travers plusieurs provinces, pays ou États. Donc, tout est centralisé au même endroit. Tandis que sans nous, présentement, tu dois dealer un peu à droite, à gauche avec qui. Je peux avoir en Alberta, je dois travailler avec une certaine personne, ici avec un autre. Là, ça se passe tout dans un hub, à une place. C'est ça, tout le temps différent. Une plateforme là, finalement, ça sert tout à rien, ça. Okay. Fait que c'est vraiment ça, notre valeur ajoutée, notre proposition de valeur pour notre clientèle. Parfait. Beaucoup de partenaires. Longue intro, mais c'est ça qu'on fait. Donc, on fait pas juste des burgers. Mais tu sais, basé là-dessus, moi, ce qui vient me chercher, puis ce que j'en retire là-dedans, c'est que je veux savoir, ça a été comment de te lancer en affaires avec ton père, parce que je veux pas, cette idée-là a dû être mijotée à deux. Ça a été quoi les pas, ça a été quoi les comptes, puis comment est-ce que tu as vu ça initialement? Est-ce que si jamais ton père n'a pas déjà été dans le domaine, est-ce que tu l'aurais fait ou tu l'aurais pas fait? Écoute, bien honnêtement, je dois lui donner le crédit qu'il y avait une idée, lui, derrière quelque chose, parce qu'il parlait quand même à plusieurs gens dans l'industrie. Moi, j'étais à l'école, j'étais dans mon club de bière, je faisais ces choses-là, mais il m'a quand même permis de travailler sur un projet de fin d'études en lien avec ça. Puis moi, ça m'a vraiment ça a fait un déclic. Okay. Puis c'est là qu'on a commencé à faire mijoter nos idées, à dire, OK, bon, qu'est-ce qu'on veut faire? Puis ça a évolué, là. La solution, au début, c'était un logiciel qu'on voulait faire. Finalement, on a dit, OK, non, on a parlé à des clients. Là, finalement, les clients, ce qu'ils veulent, c'est une solution qui est clé en main. Okay. Fait qu'au fur et à mesure que tu parles à des clients, tu te rends compte de qu'est-ce que tu dois vraiment apporter. Ouais. Puis c'est là où, écoute, quand je regarde, il y a environ 3 ans où on est aujourd'hui, ça a tellement évolué, ça a changé. Au début, c'est on pensait, c'est exactement ça qu'il faut faire. Mais vraiment, en parlant à des partenaires et des clients, tu fais comme, OK, ça, tu vois, on pensait que c'est une bonne idée. Finalement, c'est une idée pas une bonne idée. Fait que je te dirais que c'est ça. Il n'y a pas vraiment de quelque chose de mon côté pendant que j'étais à l'université, tu sais, qui a fait comme, c'est exactement ça qu'il faut que je fasse ou peu importe. C'est vraiment au fur et à mesure. Okay. Mais j'ai jamais eu peur, par exemple, de me lancer là-dedans. Puis tu sais, j'ai tout le temps voulu pousser un peu plus loin. Puis c'est ce qui fait en sorte qu'on est ici aujourd'hui, je pense. Oui. On a fait des rencontres aussi, là, tu sais, c'est plus juste moi et mon père. On est 9 environ employés temps plein. On a 4 étudiants de R&D à l'ETS. Fait qu'on a rencontré des gens aussi à l'ETS, tu sais, qui ont vraiment aidé à développer de la propriété intellectuelle qu'aujourd'hui fait en sorte qu'on peut valoriser Vadimus en tant que tel. Wow! Quand même. Ça a grandi assez rapidement. On parle d'un projet qui est pas très loin. Est-ce que tu considères ça encore comme un start-up ou on est plus rendu une entreprise? On va être un start-up encore un bout de temps. Parce que là, on s'embarque dans une ronde de financement A
Puis souvent, ronde de financement A, il y a une B ensuite. Fait que, tu sais, t'es une start-up aussitôt que t'es tout le temps un peu dépendant de financement, soit de VC ou d'investisseurs stratégiques. Je pense que tu peux te considérer comme une start-up. Jusqu'à temps que tu sois sur ta vitesse de croisière. Fait que je dirais 4-5 ans encore comme ça, puis après ça, on devrait voler de nos propres ailes, puis si c'est comme on l'estime, c'est un marché qui est en train de grossir là. C'est un problème qu'on commence à s'attaquer de plus en plus aussi, tu sais, le réchauffement climatique. C'est ça, c'était une de mes questions. Y a-tu des aides gouvernementaux qui vont donner aux propriétaires quand ils réussissent à atteindre un certain objectif, quelque chose comme ça? Ça peut être un argument de vente de votre côté? Oui, il y en a, mais c'est compliqué souvent. Tu sais, c'est très bureaucratique, puis il y a beaucoup de paperasse, puis ça ajoute beaucoup de délais au projet. Puis il y a tout le temps des critères d'admissibilité qui font en sorte que finalement, ça marche pas. Mais des incitatifs comme ça, on prend les bornes de véhicules électriques ou les véhicules électriques directement, tu sais, c'est de plus en plus commun, on s'entend, avec les prix de l'essence qui augmentent et tout ça. Donc, c'est vraiment d'actualité. Mais il y a des incitatifs, ça fait en sorte que les gens peuvent aller de l'avant, tu sais, plus rapidement pour acheter des véhicules électriques. Il va en avoir de plus en plus, justement encore à cause du prix de l'essence, tu vas en avoir de plus en plus. Il faut que tu ajoutes des bornes de véhicules électriques. Tu peux pas juste continuer de construire des barrages hydroélectriques à l'infini. À un moment donné, il faut que tu fasses ça de façon plus intelligente. Puis tu produises l'énergie directement là où tu la consommes, c'est-à-dire sur les bâtiments en tant que tel. Fait que juste le mouvement de véhicules électriques, mais tout le mouvement qui vient de notre côté avec les systèmes d'énergie renouvelable sur les bâtiments, ça vient avec aussi. Là. Fait que c'est comme un gros casse-tête. Oui, c'est un super timing. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peut-être essayé dans le passé d'innover comme ça puis d'apporter, mais tu sais, je pense qu'en affaires, il y a toujours une question de timing indépendamment. Tu peux avoir la meilleure idée, mais le timing n'est pas opportun pour ce que tu veux apporter. Mais dans ton cas, à toi, c'est comme tout est coordonné. C'est maintenant où on a le lancement qui s'en va plus vers de l'énergie verte. Vous arrivez avec une solution clé en main que, je veux dire, n'importe qui est une solution clé en main et qui est moins chère que ce qu'on aurait à payer en temps normal. Fait que c'est sûr que c'est comme la recette magique pour que ça fonctionne. Puis là, tu sais, vous êtes retrouvés de toi et ton père maintenant à 9 employés total. Comment tu as trouvé ça? Ça a été quoi les défis des premières embauches, d'avoir à gérer du monde qui n'était pas des étudiants cette fois-ci, mais vraiment du monde qui travaille pour vous autres? Comment ça a été quoi les défis de ça? C'est un réel défi. Je vais commencer par dire ça parce que, écoute, j'ai pas de c'est moi qui gère pas mal tout le département de ressources humaines chez Vadimus et je n'ai pas de background en ressources humaines et c'est beaucoup plus que qu'est-ce que je pensais. Donc, j'ai beaucoup de respect pour tout le monde en ressources humaines, sincèrement. Tout qu'est-ce qui est juste la paye, traiter les vacances, les embauches, c'est en plus présentement c'est complètement débile parce que il y a tellement de compétitivité, t'as tellement d'entreprises qui sont prêts à mettre beaucoup d'incitatifs ou des très gros salaires. On n'a pas le même de budget salaire que des grosses entreprises, mais on a l'aspect qui est qu'on veut faire plus justement au niveau sociétal, environnemental, puis de plus en plus ceux qui finissent par exemple l'université ou l'école veulent avoir un impact positif de ce côté-là. Fait qu'ils sont prêts à peut-être réduire un petit peu tout ce qui est avantage ou salaire pour faire partie pour faire ça. Exactement. Mais il y a moyen d'encourager ces employés-là, puis quand t'en trouves un bon, tu t'arranges pour le garder. Comme nous, on a mis en place, par exemple, un ESOP, donc un Employee Stock Option Plan. C'est-à-dire que ça permet d'avoir des actions, finalement, des options dans l'entreprise. Fait que c'est un incitatif qui démontre que t'aimes les avoir avec toi puis qui les encourage aussi. Fait que c'est comme win-win un petit peu. Fait que en tant que petite entreprise, start-up, t'as pas le choix de mettre en place des trucs comme ça. Sinon, ils vont se promener de même s'ils aiment les startups de startup à startup parce qu'il y en a beaucoup. Mais c'est ça. Le recrutement, c'est quelque chose qui est difficile, surtout nous en développement logiciel, qui est une grosse partie, un gros bloc de notre solution. Présentement, ben là, on vient de recruter un Français qui va arriver dans le prochain mois parce que c'était tout simplement impossible d'en recruter un ici. Sans dépenser un salaire de fou. Fait que c'est vraiment c'est touché comme ça. T'as pas le choix de faire immigrer, mais au moins il y a des programmes qui s'appellent Jeunes professionnels, je pense, pour faire immigrer ici.
de plus en plus les startups à Montréal doivent faire ça. Là. Surtout qu'il y a beaucoup d'intelligence artificielle puis tout ce qui se passe à Montréal. Là. Donc, tu dirais-tu que ton cheminement pour faire justement l'embauche a évolué à partir de la première fois où tu as engagé une personne? Parce que moi, je me rappelle la première fois où j'ai engagé une personne, la façon dont je procédais pour faire l'embauche à aujourd'hui est complètement différent. Tu sais. Comment est-ce que ça a évolué à ce niveau-là? Est-ce que maintenant, tu as plus un procédé, tu regardes des qualifications en particulier ou tu vas encore un peu plus au feeling? Est-ce que tu parles juste une fois que l'employé est recruté ou dans le processus de recrutement? Que ce soit quand il est employé en ce moment. Tu sais, je veux dire, il y a pendant le processus pour le recruter, le sécuriser avec toi, puis d'avoir un contrat de travail avec lui, ça c'est une des étapes. Puis après ça, plus aussi le après, où est-ce que là tu travailles avec la personne, puis c'est quoi que je vais regarder pour m'assurer que je conserve l'employé puis ça va bien, tu sais, à ce niveau-là. OK. Oui, ben écoute, pour tout ce qui est, mettons, le onboarding, tu sais, vraiment qu'une fois que quelqu'un arrive chez toi, au début, t'es décousu, tu essayes de faire quelque chose, d'autres, on fonctionne avec Netris. Là, disait Netris, bon, il y a un employé qui s'en vient, tu sais, ça va être temps de l'heure, puis ben là, après ça, t'arrives avec une série de questions. Là. Wow, c'est pas juste ça que j'ai besoin de savoir. Fait que ça, c'est juste cette partie-là, mais après ça, juste de savoir comment intégrer l'employé, tu sais, chez vous, t'as des gens à rencontrer, t'as plein de choses à savoir. Au début, t'as pas de procédure, mais là, tu sais, c'est sûr que versus le premier employé qu'on a recruté je pense en avril 2019, on n'a pas du tout, pas vrai ça. Avril 2020, excuse. Parce qu'on a été deux un petit bout, mais en avril 2020, on n'avait rien, tandis qu'aujourd'hui, on a toute une procédure d'intégration. Je sais exactement, tu sais, quoi faire, puis où l'ajouter, puis etc. Parce qu'on a plusieurs softwares tu sais, à l'interne, veut pas, là. Et finalement, pour garder, tu sais, tu parlais de un peu garder motivé un peu, puis suivre, tu sais, comment ça va justement l'employé au sein de ton entreprise. Ben on a ce qu'on appelle, tu sais, des procédures d'évaluation annuelle, qui c'est des objectifs. C'est des objectifs qui doivent provenir finalement de l'employé. On se rencontre une fois par année, ben en fait 2 fois par année, une pour vraiment fixer les objectifs de l'année qui s'en vient. En même temps, c'est une manière de savoir, t'es-tu bien chez nous, qu'est-ce que t'aimerais plus voir, Tu sais, il y a vraiment un échange qui est vraiment authentique. C'est comme le meilleur moment de le faire. Puis si tu prends pas le moment de le faire, tu le feras juste jamais. Même si tu dis, on est bon là-dessus, tu sais, peu importe. Si tu prends pas un rendez-vous pour le faire en tant que tel, tu le feras jamais. Puis nous, on le fait 2 fois par année. Puis c'est tellement des rencontres qui font du bien. Autant que pour nous, que pour l'employé en tant que tel. Ben, après ça, tu sens que les troupes sont motivées, puis quand tes troupes sont motivées, ben tu peux faire du dommage dans ta balance. La machine à pousse plus. Puis en termes tu sais, je pense qu'il y a une notion qu'on parle assez souvent, on entend souvent parler, le mindset, tu sais, je veux dire, il y en a pour qui ils vont dire qu'ils ont la fibre entrepreneuriale, il y en a d'autres qui vont dire, ben j'ai juste le mindset qu'il faut parce qu'il y a des setbacks, il y a des moments où tu as eu des défis, où tu as eu des challenges, tu as été capable de te relancer. Tu dirais, c'est quoi le mindset que tu as besoin d'avoir pour être un entrepreneur à succès comme toi? Honnêtement, il y a pas longtemps, on a fait affaire avec une firme de coaching qui est à Calgary, juste pour voir, je sais pas si vous savez c'est quoi les ennéagrammes, un peu. Il y en a 9. C'est le type de personne que tu es. La personnalité. Un peu. Ton type de leadership et tout ça. Il y en a différents. Moi, c'est le achiever. Fait que moi, c'est vraiment je me set des objectifs, puis je veux à tout prix, par exemple, les atteindre. Fait que ça, c'est certain que c'est quelque chose en tant qu'entrepreneur qui est vraiment important. Parce que sinon, ben, tu finis, c'est tellement chaotique, une startup, que si tu te fixes pas d'objectifs et t'es pas capable de les atteindre jamais, ben, ta startup risque de mourir éventuellement. Fait que ça, c'est certain que c'est une caractéristique qui est importante. Ça vient avec ses défauts. Mais, tu sais, parfois, il faut que tu reconnectes plus avec toi-même, plus avec au niveau de les people skills, si je peux dire, désolé pour les mots anglais, mais... Tu dis achiever ou d'autres pourraient voir un peu plus driver. Ça vient un peu combiné, là. Exactement. Fait de façon naturelle, tu te positionnes un peu comme un leader, les gens te suivent, puis ça fait en sorte que tu gardes le cap sur vraiment la mission de l'entreprise en tant que telle.
Pour mon père, c'est exactement la même chose. Fait que les deux, on est ce type-là. Fait que c'est... Terre à terre, très des fois, ça fait baigner un petit peu. Ouais. C'est là qu'on voulait arriver. Ouais. C'est quoi les comptes de travailler avec ton père? Je le savais. En plus, je voulais parler de quelque chose. J'ai oublié de le dire, mais je vais le dire. Vas-y. Oui, c'est pas toujours facile de travailler avec son père, mais ça également... C'est super le fun aussi en même temps. Tu sais, ça fait en sorte que tu peux avoir des discussions super franches des fois que tu n'aurais pas nécessairement avec comme ton patron. Puis ça, même si les deux, tu sais, on est comme entrepreneurs puis tout ça, ça reste qu'il y a une petite hiérarchie. Par exemple, mon père, c'est le CEO. Moi, je suis CEO. Bon, c'est des noms, mais pour 9 employés, on s'entend que... Ouais. Mais c'est ça, des fois, c'est vraiment difficile parce que tu te confrontes, puis à cause d'une relation père-fils, c'est pas nécessairement juste boss et employé. Fait que ça, des fois, c'est de faire vraiment... Faut que tu sépares la barrière exactement pour faire comme, OK, bon, ça, on va se garder une gêne là-dessus ou on va prendre quelques respirations. Mais vous arrivez à faire la ligne entre... Est-ce que vous faites entre professionnel et quand c'est... personnel, c'est personnel. On est capable d'avoir un souper de famille, tu sais, puis pas parler de job, puis prendre un martini, puis c'est correct. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont pas capables de faire la nuance, tu sais, ce serait facile de brimer une relation avec une personne proche de toi parce que là, en affaires, on s'entend pas. Puis je pense que ça prend beaucoup de caractère, puis pour revenir un peu au mindset, ça prend la mentalité de je suis capable de diviser les deux profils, ou professionnel, personnel, puis de m'enligner avec ça. Juste pour revenir au mindset, je pense que c'est important d'en parler. Tu disais que tu as un mindset d'une personne, un achiever, quelqu'un qui est focusé sur les objectifs, sur le résultat. Tu dirais-tu que c'est un must ou quelqu'un qui a un autre type de personnalité, selon toi, peut obtenir des résultats similaires ou il va devoir s'entourer à un certain moment? Je veux entendre ton opinion. C'est pas du tout un must, en fait. Il y a tellement de façons, puis ça dépend de la business aussi que t'as. Il y en a, tu sais, que c'est une business qui bâtissent. Je prends des exemples parce qu'on est dans une cohorte qui s'appelle l'Esplanade. C'est un accélérateur. Il y a 12 autres, finalement, entreprises. Puis il y en a, tu sais, que c'est vraiment d'instaurer des jardins sur les toits commerciaux, puis tout ça. Puis tu vois que c'est vraiment pas... C'est des gens qui trippent, qui sont vraiment tellement passionnés par qu'est-ce qu'ils font, par les jardins et tout ça, que eux autres, puis sont cool, sont smooth et tout ça, mais ça fonctionne leurs affaires justement par leur façon de communiquer un message. Puis quand tu vois quelqu'un qui est passionné comme ça, qui a une histoire à raconter super, ça donne tellement le goût d'embarquer. Fait que t'as tellement, honnêtement, je pense pas que t'as un mindset qui peut vraiment faire en sorte que tu es un bon entrepreneur. Il y a plusieurs manières, mais comme tu l'as mentionné, t'entourer, par exemple, t'as pas le choix de le faire. Que ce soit d'aller chercher des conseils ou que ce soit juste des partenaires que tu as alentour de toi ou des collaborateurs, peu importe, ça te prend, faut que tu te fasses défier sur ta façon de penser et tout ça. Parce que si tu t'arrêtes jamais pour regarder, avoir une vision un peu plus large, savoir vers quelle direction je dois aller, puis tu vas tout le temps dans la même direction, ben tu peux te casser la gueule solide. Fait que c'est important justement de t'outiller puis d'avoir des bons conseillers alentour de toi. Ou de faire questionner un peu, dire hey, tu t'en vas vraiment dans la bonne direction ou on prend un petit virage là. C'est super important. Ouais. Ça fait réaliser pas mal de choses, puis tu viens à OK, finalement, peut-être c'est pas la bonne idée, même si j'étais convaincu à 100%. Là. Ça fait pas toujours plaisir à entendre. Des fois, t'as le goût de dire comme non, hey, c'est là, faut aller. Quand ça fait plusieurs fois que tu l'entends, c'est là, faut que tu fasses comme OK. Là, il y a peut-être quelque chose qu'il faut que je change, soit dans ma business ou ma personnalité, peu importe. C'est au niveau personnel comme professionnel. Je pense que pour être un bon entrepreneur, il faut que tu sois ouvert à pouvoir te développer professionnel, mais aussi point de vue personnel. Mon opinion, je pense qu'il n'y a pas un échec plus lamentable que d'être ultra en réussite point de vue professionnel, mon point de vue personnel d'avoir absolument rien. Je pense que ça prend un juste milieu, puis une façon. On s'entend que la ligne, le milieu n'existe pas, mais d'avoir quelque chose qui te permet d'être à 100% toi quand il vient le temps d'être à la maison, 100% de toi quand ça vient le temps d'être au travail aussi. L'entrepreneuriat, c'est très large. Puis d'être capable d'en parler aujourd'hui, c'est le fun d'aller plus loin dans ce dossier-là. T'as-tu une anecdote pour moi? Une anecdote un peu que tu aurais peut-être expérimenté pendant ton parcours entrepreneurial? Une anecdote.
Peut-être en rencontre avec un client, négociation, peu importe. Ben écoute, je te dirais que c'est pas nécessairement une anecdote. Ben en fait, un peu quand même. On est allé dans une conférence aux États-Unis à San Antonio. Okay. Et puis là, tu rencontres plusieurs gens. On était juste, je pense on était juste 2 à ce moment-là, moi et mon père. Okay. Là, tu rencontres des gens, faut que tu... Fait que là, c'est très embryonnaire, notre idée encore. Là. On n'a pas grand-chose de développé encore, mais faut que j'essayais, tu sais, de créer des collaborations, des partenariats. Puis, moi, on dit que je me souviens, à chaque fois, tu arrives devant quelqu'un, puis là, tu pitches ton idée, tu sais, puis OK, vous avez fait quoi comme projet? Vous êtes où? C'est quoi ton modèle d'affaires même, tu sais? Fait que là, tu fais comme... Ouais, je me souviens, tu sais, vraiment avoir été comme... Ça fait pas longtemps, là. Mais c'était un peu embarrassant, mais ça a fait en sorte que je me suis mis dans une zone d'inconfort pour après ça, tu sais, vraiment apprendre. Puis là, je savais que, bon, la prochaine personne à qui je parlais, ben... fallait que j'ajuste pour justement plugger mon modèle d'affaires un peu plus. Ouais. Là, chaque personne, le premier, là, je me souviens pas ça avait l'air de quoi, mais ça devait pas être super génial. Ça t'a pris quand même du courage, puis tu l'as fait pareil. Je veux dire, t'es allé à l'avant, t'es allé parler avec du monde, puis sans, tu sais, il y a pas de business sans parler avec du monde. Non, après vraiment pas. Là. C'est la chose la plus importante, je pense, c'est de te sortir de ta zone de confort, parce que sinon, tu passes à côté de tellement d'opportunités, là, que ce soit pour créer des collaborations ou pour atteindre certaines choses, là. Puis, tantôt, tu me parlais financement. Faut aussi, là, en ce moment, on est en recherche de financement A, et j'imagine que vous devez aussi approcher les gens, vous devez faire des speeches de vente. Il y a quand même une approche où t'es pas tout le temps dans une zone de confort, puis tu te dois de sortir. Comment ça fonctionne justement pour faire vos requêtes de financement? Est-ce que vous allez voir directement les investisseurs privés ou vous devez soumettre un dossier? Comment ça fonctionne? En fait, nous, on travaille avec une compagnie. En fait, c'est quelqu'un qu'on connaît bien, un ami un peu de longue date dans le secteur de l'énergie aussi, mais il a créé une business pour aider à aller chercher du capital stratégique. Fait que finalement, lui, il accompagne des entreprises, puis il est récompensé finalement lorsque il y a une ronde de financement, par exemple, qui passe. Et puis donc, lui, il nous met en contact. C'est vraiment sa job un peu de faire ça. On en a 2 comme ça avec nous. Sinon, avec la cohorte où est-ce qu'on est présentement à l'Esplanade, on a des coachs qui sont là, qui, eux, ont fait partie de VC puis d'investisseurs jadis, qui savent exactement comment ils pensent, exactement quoi dire, quoi faire, qui approcher, quel genre d'investisseur ça nous prend. Mais c'est le défi présentement ultime, c'est vraiment ça, parce que tu peux passer, tu sais, tu peux faire 40 pitchs à des investisseurs, des VC, avant même d'avoir un investissement en tant que tel. Fait que c'est, en ce moment, justement, ce matin, j'en faisais un. Puis ça va avec l'attitude aussi. Les autres, ils en voient tellement passer dans une journée. Tu sais, je me pousserai pas trop loin du micro, là, mais ils sont en position confortable, les bras croisés. Fait qu'ils en voient passer. Fait que il faut vraiment que tu ailles directement au but. Faut que tu comptes ton histoire. Sans l'histoire, la passion, tout ça, faut qu'ils le sentent, parce que sans ça, t'es un comme un autre. Fait que c'est vraiment un défi, mais c'est jamais agréable. Ça, là, ça te sort de ta zone de confort. Mais c'est pas parce que ça a mal été en tant que tel, c'est juste que c'est comme ça, c'est juste normal. Fait que c'est un petit peu vicieux comme... À la fin de bombarde de questions, là, tu t'envoies avec ton argent, tu fais quoi, puis tout ça, puis là, t'es comme, hey, on essaye de faire de quoi, là. Ouais, fait que c'est ça. Encore là, à chaque fois, comme mon expérience à San Antonio, chaque fois que tu rencontres un nouvel investisseur potentiel, t'ajustes ton message, t'ajustes parce que t'as du feedback ou des questions que tu fais comme, cette question-là, elle revient tout le temps. Fait qu'il faudrait peut-être que je le couvre avant même qu'il me la pose. Exact. Comme ça, il va pouvoir poser d'autres questions après. Fait que c'est... Ce que j'en retiens, c'est que même dans vos débuts, vous étiez déjà en train de vous développer, d'aller à des formations. On a pris du coaching pour justement s'entourer puis trouver où on était en mesure justement de se développer au maximum pour l'entreprise. Dis-moi, tu vois où ton entreprise, mettons, dans 5 ans d'ici, ta vision en termes grand V? C'est quoi pour toi la vision de tout ça? Mais écoute, c'est sûr que moi, je vois des panneaux solaires partout. Mais je vois qu'on a vraiment réalisé plusieurs projets avec des gros comptes clients. Donc, nous, notre vision, on veut pas juste faire on va en faire, là, mais des
des propriétaires de bâtiments qui ont un seul bâtiment, par exemple, mais on vise vraiment ceux qui ont des chaînes. On peut penser à des McDonald's, des Rona, donc vraiment des bannières comme ça qui ont plusieurs bâtiments un peu partout. S'attaquer aux franchises. Ouais, c'est vraiment ça qu'on cible. Donc, d'ici 5 ans, si on peut en avoir, par exemple, je te dirais 5-6 des Fortune 500 qu'on est en train de travailler pour convertir leur bâtiment. C'est vraiment ça l'objectif. Puis on veut pas juste rester non plus en Amérique du Nord. On va être un peu partout. Par exemple, on regarde l'Italie, on a fait une étude en Italie pour un bâtiment, puis le retour sur investissement est vraiment meilleur qu'ici parce que l'électricité est à peu près 6 fois le prix d'ici. Okay. Ouais, wow. C'est sûr. Ici, on est quand même choyé au Québec là, avec le prix de l'électricité. C'est pas la meilleure place, le Québec. Non, c'est ça. Dis-moi, quelqu'un qui nous écoute, si tu avais un conseil à donner pour un entrepreneur, ça serait lequel le plus important d'après toi? Honnêtement, c'est de juste pas hésiter. Puis même si, je dis ça, mais même si t'hésites, vas-y, fonce, puis va chercher du feedback finalement des gens alentour de toi, des partenaires, des potentiels clients et tout ça. Le pire, c'est de travailler en silo et triper sur qu'est-ce que tu fais, ton produit par exemple, sans aller chercher de la validation, parce qu'au niveau de la commercialisation, après ça va être problématique. Fait que c'est vraiment d'aller valider avec les gens, il faut s'entourer le plus possible. Sans ça, je pense qu'aucune entreprise peut y arriver. Aucune start-up. Merci d'avoir pris le temps de venir nous jaser aujourd'hui. Puis merci beaucoup pour Studio SF pour le podcast. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. Ciao.